Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, conférence Réconcilier les arbres et les hommes. Donc, pour parler de ce sujet, eh bien, nous avons trois invités aujourd'hui. Geneviève Michon, vous êtes ethnobotaniste à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes spécialiste des relations des sociétés à la forêt et à la façon dont les agriculteurs intègrent l'arbre et la forêt à leur culture. Vos recherches vous ont conduit en Indonésie, à Sumatra, et plus récemment en Corse et au Maroc. Alain Carsanti, vous êtes socio-économiste au CIRAD, donc le CIRAD, Centre de recherche agronomique pour le développement. Vous vous occupez de politique publique et de la gouvernance dans la foresterie. En particulier, vous travaillez en particulier sur les plans de gestion et les plans d'aménagement durable. Vous êtes aussi concerné par les mécanismes financiers pour la gestion environnementale. Donc on verra avec vous la façon dont l'économie et les outils en peuvent servir pour gérer les forêts de façon durable. Sylvain Angerand, vous êtes coordinateur des campagnes aux Amis de la Terre, vous êtes forestier, mais ici vous n'êtes pas là à ce titre où vous dénoncez dans le cadre des Amis de la Terre les exactions des multinationales, vous faites des plaidoyers. Et ici, vous êtes au titre, votre amour des forêts vous a conduit à créer une association qui s'appelle Canopée, qui est dédiée notamment au plaidoyer des forêts. Et vous avez récemment publié avec Alain Carsanti une tribune dans Alternative économique qui, si j'ai bien compris, dont le sujet se retrouve aujourd'hui à la une de Libération. Donc vous pouvez toujours consulter Libération. Concernant une dénonciation en fait, du projet de raffinerie d'huile de palme de la société Total à la Médée et plus largement en fait, la place de l'huile de palme vers les agrocarburants. Si rien ne change, dites-vous, c'est une surface de forêt tropicale équivalente aux Pays-Bas qui disparaîtra d'ici 2030, rien qu'en Asie. Alors je vous propose, en fait, on n'est pas très loin du bac. Moi j'ai un fils qui passe le bac dans peu de temps. On va procéder de façon bonne élève. Donc moi on a comme sujet réconcilier la forêt et l'homme. Donc on va regarder un peu les termes. Donc si on parle de réconcilier la forêt, c'est bien que ça sous-entend qu'il y a un conflit, qu'il y a une question qui se pose. Évidemment, derrière ça, on sous-entend la question de la déforestation. On peut réinterroger les termes. Alors, Geneviève Michon, vous écrivez dans votre livre, alors je ne vous ai pas précisé que vous aviez écrit un livre, alors je ne sais pas si les autres invités veulent faire la publicité aussi de leurs ouvrages, qui s'appelle Agriculture à l'ombre des forêts du monde, donc qui est vraiment une référence en matière d'agroforesterie. Et plus récemment, donc, vous avez publié un autre ouvrage, donc, le premier se trouve chez Actes Sud, Thuriféraire. Alors, je ne sais pas si avec l'écran, voilà, je vais peut-être le montrer à l'écran, mais de toute façon, ce n'est pas diffusé derrière, donc vous le voyez, sur donc, un ouvrage plus poétique autour de l'arbre, de la forêt et de l'homme. Vous écrivez donc, disais-je, la forêt a toujours constitué, constitue toujours le lieu de vie de nombreuses populations qui vont y récolter des produits pour leur consommation, d'autres qui sont vendus sur les marchés internationaux. Et vous ajoutez, ces populations entretiennent une diversité de relations avec les animaux et les végétaux qui les peuplent et avec les autres humains proches ou lointains. Ces rapports définissent les droits et les devoirs et des uns avec les autres. Alors, à l'éclairage de ça, comment penser ce sujet qu'on nous propose, ce conflit qui peut exister entre les hommes et la forêt, puisque les hommes ont toujours occupé la forêt. Bon, il y a deux choses. Il y a une chose qui me gêne dans réconcilier les hommes et les arbres, c'est que c'est très, très, très collectif quand même. Hein. Donc, il y a des hommes qui, comme tu l'as mentionné, Pierre, qui ont appris à vivre avec les arbres, avec les forêts, sans tout détruire. Donc c'est beaucoup ça que j'ai étudié. Alors forcément, on s'est demandé pourquoi cela y arrive, pourquoi nous on n'y arrive pas. Est-ce que c'est une question de pression sur les ressources? Est-ce que c'est une question de pratique? Est-ce que c'est une question de système économique, d'idéologie, de morale? C'est évidemment un peu tout ça. Les pratiques, dans ces systèmes agro-forestiers traditionnels, il y a une vraie intelligence réciproque, je dirais, entre les hommes et les arbres. On prélève, bien évidemment. Hein, quand on a besoin de vivre au milieu de la forêt, on modifie, on prélève, mais l'intelligence consiste en ne pas aller trop loin. Laisser aux arbres, laisser à la forêt le temps de cicatriser, de se régénérer. C'est vrai aussi bien dans les pays tropicaux que dans les pays méditerranéens. On prélève et on joue sur la capacité de l'arbre ou de la forêt à cicatriser.
les arbres qui n'ont pas cicatrisé, de toute façon, disparaissent. Et comme ces arbres qui ont disparu étaient indispensables, on apprend à les gérer. Alors, la forêt, en soi, ça semble une évidence pour nous. Une forêt, on y va. Moi, j'habite la ville, certains d'entre vous aussi. Et je fais bien la différence. Quand je vais, alors j'habite en région parisienne, quand je vais à la forêt de Fontainebleau, je sais que c'est une forêt. C'est très différent. Est-ce que c'est ça, la forêt? Quand on est en forêt tropicale, on imagine donc la forêt de Francis Allais, qui est une forêt de lianes très touffue, presque impénétrable. On a ça. Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle la forêt? Mais la forêt, je serais bien en peine, moi, de donner une définition de la forêt, sachant que quand on donne une définition, on entre dans des catégories, et ces catégories, elles peuvent être utilisées pour plein de raisons. Et donc, très classiquement, la définition de la forêt en France, ça a été une définition avant tout institutionnelle. La forêt, c'était un domaine qu'on mettait à part pour l'usage exclusif d'un seigneur ou d'un roi. Après, il y avait des tas de termes locaux pour désigner des endroits où il y avait des arbres, et ces termes faisaient référence aux usages, aux droits, à l'histoire. Tous ces termes, on les a oubliés, on est resté avec notre forêt. Et ce qui est important, enfin pour moi, définir une forêt, la façon dont on la définit, va être éminemment politique. En Indonésie, forêt, c'est le domaine forestier de l'État, qui ait des arbres dessus ou pas. Donc c'est un peu gênant. Donc voilà, je propose de voir ce que représente la forêt pour chaque catégorie d'acteurs en présence. Alors Alain Karsanti, vous travaillez plutôt sur les forêts tropicales africaines, du Gabon, le bassin du Congo, la forêt du Congo. Alors vous écrivez que dans les acteurs, on voit les gens qui habitent la forêt, les hommes qui habitent la forêt et les hommes qui s'attaquent à la forêt, on pense tout de suite à l'exploitation forestière. Vous dites, les concessions forestières industrielles existent depuis plus d'un siècle en Afrique et elles n'ont pas toujours bonne réputation. D'où vient cette mauvaise réputation? Est-ce que effectivement les exploitants forestiers ont été la cause de la déforestation? Ils le sont indirectement. Disons que tout dépend du contexte économique derrière. Vous me parliez du Gabon. Le Gabon est un bon exemple. Le Gabon a l'industrie forestière la plus puissante probablement d'Afrique centrale, par exemple. Donc on exploite les forêts depuis plus d'un siècle. Il y a beaucoup d'exportation de bois. C'est probablement là où il y a le plus de pistes forestières. Pourtant, le Gabon est un pays sans déforestation. Et même une augmentation de la surface forestière. Par contre, vous prenez la République démocratique du Congo, qui est un pays voisin, effectivement, où là, l'industrie forestière finalement est assez faible, très faible. On produit 10 fois moins de bois industriel, formel, légal, effectivement, en République démocratique du Congo. Et là, la déforestation est très importante. Donc, en fait, l'industrie, l'exploitation a sa responsabilité quand elle est le premier maillon d'une chaîne. La chaîne, c'est on commence à exploiter. Ensuite, il y a éventuellement un certain nombre d'acteurs qui vont s'installer, des planteurs de cacao, de palmiers à huile, etc. Et en général, cette forêt se dégrade beaucoup. Ensuite, le feu peut venir ensuite achever le travail. Et la déforestation, c'est quand on change d'usage. C'est-à-dire quand on passe d'une forêt même dégradée à un champ de palmiers à huile. Ou, pour moi, vous posiez la question de définition de la forêt, un champ d'acacia mangium ou un champ d'eucalyptus, pour moi, ce n'est pas une forêt. Donc il y a un enjeu sur la définition même de la forêt. Techniquement, on sait ce que c'est, mais disons que pour moi, il y a la différence entre les espaces naturels divers, qui fournissent des services écosystémiques, même lorsqu'ils sont dégradés, et les espaces effectivement artificialisés, qui sont des champs d'arbres qui sont différents. Alors jusqu'où on va effectivement là-dessus, puisque Geneviève Michon, vous avez travaillé en forêt de Sumatra sur les forêts de Damar, hein, où là on est sur des forêts humanisées, anthropisées, et pourtant vous dites que ce sont des forêts tropicales. Oui, ça dépend du modèle de culture qu'on met en place. Si c'est de la monoculture, il n'y a pas vraiment de différence entre un champ de tournesol, un champ de maïs ou un champ d'acacia mangium. Ça fonctionne pareil, c'est tellement artificialisé qu'il faut maintenir ça à coup d'intrants. On peut imaginer, comme le font la plupart des agriculteurs tropicaux, de replanter des arbres. Des fois, c'est replanter à partir de rien, hein, d'une coupe rase, mais de faire en sorte que on laisse se réinstaller une diversité. Et puis, cette biodiversité végétale, animale, se réinstallant, l'écosystème va fonctionner de plus en plus tout seul. Ces deux modèles de rapport à la nature et de leur rapport à la nature productive complètement différents, qui ont chacun... il y en a un qui marche très bien au niveau écosystémique.
Bon, ils rapportent moins d'argent absolument immédiatement. Et Alors Sylvain Angeron, ces exploitants forestiers, vous les dénoncez, vous travaillez avec eux, vous essayez de faire en sorte qu'ils fassent un peu moins de mal à la forêt? On les interpelle, surtout. Ce qui est intéressant par rapport à ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une forêt? Pourquoi il y a autant de conflits autour des forêts? Et je pense que le fond du problème, c'est qu'effectivement, il y a deux niveaux de droit qui, aujourd'hui, cohabitent dans les forêts. Il y a ce qu'on appelle le droit moderne, en fait, qui est directement hérité de cette époque coloniale, où, au sortir des indépendances, les États qui sont créés ont nationalisé les forêts et ont dit maintenant c'est nos forêts. Un des meilleurs exemples, c'est l'Indonésie. Un pays avec plus de 16 000 îles, quasiment ingouvernable, au sortir de l'indépendance, Suharto décide de nationaliser l'ensemble des forêts et de les redistribuer ensuite aux militaires notamment, pour pouvoir stabiliser son pouvoir. Et donc ces militaires, les gens qui vivaient dans ces forêts, qui avaient une autre forme de droit, les droits traditionnels Ladat en Indonésie, qui sont des droits non pas basés sur la propriété, mais sur l'usage, sur la connaissance de la forêt, du jour au lendemain, les communautés voient débarquer une entreprise avec un papier du gouvernement qui dit « c'est ma forêt ». Et donc le fait qu'on ait ce droit moderne qui donne des concessions, qui vient se superposer au droit traditionnel, crée des conflits. La question qui se pose, c'est comment on fait pour les fondre, pour que justement ce conflit-là, il soit fécond. Parce que le conflit en soi n'est pas mauvais, au contraire, il montre qu'il y a un problème. Et c'est là toutes les questions qui vont surgir en Afrique centrale, c'est qu'en soi, quels arbres on va les couper? Moi, je donne souvent l'exemple, et Alain sait, du Moabi. Le Moabi, c'est vachement intéressant parce que c'est un arbre en fait, qui est essentiel pour les communautés locales, c'est un arbre sacré, c'est un arbre dont on utilise plein de parties, l'écorce, les feuilles pour faire de la médecine, et c'est un arbre dont les graines, lorsqu'elles sont pressées, permettent de faire de l'huile de Moabi. Bon. Eh bien, cet arbre, il est coupé aujourd'hui par des exploitants forestiers, notamment sociétés européennes, et à aucun moment, en fait, on a posé la question de se dire, sur ce même espace, ces mêmes forêts, comment on décide de dire, effectivement, qui va avoir le droit de faire quoi. Et simplement arriver à poser cette question-là, aujourd'hui, on en a besoin. Parce qu'en Afrique centrale, elle ne se pose pas toujours cette question-là. Bien souvent, les communautés, notamment les peuples autochtones, n'ont pas leur mot à dire dans les choix de donner des concessions et dans les modalités d'aménagement. Mais ce n'est pas le rôle d'une société d'exploitation forestière que de dire qui fait quoi, comment j'entretiens, etc. Ça, c'est... Non. Elle, finalement, elle exploite les concessions qu'on lui propose d'exploiter. C'est son travail. Oui, mais justement, c'est là où il y a eu toute une confusion dans le bassin du Congo. C'est qu'à la fois, l'exploitant forestier exploite, mais fait aussi le plan d'aménagement, qui est censé être vérifié par le gouvernement, mais en réalité, il l'est très peu. Et donc, on se retrouve avec, encore une fois, des conflits assez importants, avec une exploitation, on en parlait avec Alain, on va revenir dessus, qui, économiquement, n'est pas durable. Cette semaine, on a appris que le groupe Rougier, un fleuron, en tout cas présenté comme ça, de l'exploitation forestière, venait de faire faillite. Et donc, quel va être l'avenir des concessions où était Rougier ? On pourrait supposer d'emblée que c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle fait faillite et donc, finalement, elle ne va plus exploiter la forêt. Sauf qu'elle a ouvert des routes, elle a amené des gens, et qu'aujourd'hui, cette forêt, elle a été privée de tous les bois qui avaient une autre valeur marchande. Donc, quel va être l'avenir? Être acheté par des Chinois ou être converti en plantation de palmiers à huile? Pourquoi être acheté par les Chinois? Pourquoi les Chinois auraient-ils plus intérêt que les Français à exploiter cette forêt? Tout dépend effectivement des marchés qu'il va y avoir derrière. Et de la question d'arriver à réconcilier la question économique et sociale. Si vous arrivez à dégager en fait, d'autres formes de gestion qui ne soient pas simplement l'exploitation minière des bois qui ont un débouché, mais que vous arrivez vraiment à réconcilier les usages, encore une fois, autour du Moabi ou du sapéli. Le sapéli est aussi un arbre qui est très important pour les gens parce qu'on mange la chenille. Et pourtant, ces arbres sont coupés. Alors, voilà. Alain Carsanti, vous êtes un peu le chantre des plans d'aménagement, non, je me trompe, des plans d'aménagement forestiers. En tout cas, vous êtes l'expert là-dessus. Alors, qu'en est-il de ces plans? Effectivement, Rougier qui s'en va, qu'est-ce qu'il va arriver? Est-ce que je vous repose la question, en fait, finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les forêts? Non, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions.
Lorsque nous avons des concessionnaires qui sont certifiés FSC, c'est-à-dire la certification actuelle aujourd'hui la plus exigeante. Alors rappelons ce que la certification FSC. La certification, au fond, ce sont des auditeurs indépendants, ce sont un ensemble de principes et de critères. Qui sont sollicités par qui? Qui sont sollicités, qui sont mis en place par une association qui s'appelle le Forest Stewardship Council, mais il y a d'autres certifications qui existent. Disons qu'aujourd'hui, c'est la plus répandue. Et la particularité d'une certification, c'est qu'on veut faire mieux que la règle légale. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être légal, et puis on va faire mieux en termes sociaux, en termes écologiques, en termes notamment. Et la particularité de la certification, c'est que les entreprises certifiées, il y en a environ 5 millions aujourd'hui en Afrique centrale. Ces concessionnaires, je les ai vus évoluer en 20 ans. Ils ont effectivement très largement amélioré leurs pratiques, intégré beaucoup de social, même s'il y a encore pas mal de chemin à faire. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la faillite ou le départ de certaines de ces sociétés qui produisent avec des coûts de production élevés, parce que finalement, un plan d'aménagement bien fait, ça coûte cher. Une certification, ça coûte cher. Aller discuter pour mettre dans le Moabi, pour savoir comment éviter de couper tous les Moabis en discutant avec la population, ça coûte cher également. Le problème, c'est que ces sociétés, lorsqu'elles s'en vont, elles vont revendre à des sociétés chinoises ou autres, qui, elles, restent rentables parce qu'elles n'appliquent pas les règles. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'appliquent souvent pas leur plan d'aménagement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas légales. Mais on a le problème classique de gouvernance, etc. Les règles, alors de ce que j'ai compris de ce qu'on nous a dit tout à l'heure, les plans de gestion sont faits, ou les plans d'aménagement sont faits par les sociétés concessionnaires, hein. Oui, elles sont faites par des consultants. Elles ont force de loi ou après L'aménagement est obligatoire, effectivement, mais on peut faire mieux que l'aménagement. Disons que c'est une logique dans laquelle il y a une sorte de délégation de service public, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on demande aux sociétés elles-mêmes de faire un plan d'aménagement qui, en principe, est contrôlé. Alors quand la certification vient derrière, on peut penser que le plan d'aménagement est vraiment appliqué. Parce qu'une certification pour une entreprise, c'est un investissement. Ça veut dire que vous allez vendre sur des marchés, les marchés hollandais, des gens qui vont payer plus cher le bois. Donc les consommateurs vont payer plus cher le bois. Donc il y a véritablement intérêt à ne pas le perdre. Donc on a une autorégulation effectivement de ces entreprises qui sont certifiées. Et le fait de passer, si ces entreprises jettent l'éponge parce qu'elles n'arrivent plus à, disons, être rentables sur les marchés, ça veut dire que ceux qui vont reprendre derrière sont ceux qui vont liquider la forêt peu à peu. Parce qu'eux ne vont pas s'autoréguler, ne vont pas se réguler du tout. Et c'est ce qu'on assiste un peu à ce phénomène en ce moment. Pour avoir une idée un peu sur les marchés, l'exportation du bois, c'est combien en pourcentage sur l'Europe qui serait, donc, dans ce que vous dites, plus exigeante que les autres marchés, notamment chinois donc. Très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un marché sensible? C'est par exemple la Hollande qui absorbe peut-être 70 à 80% du bois qui est certifié. Où on paye plus cher effectivement le bois. Vous avez l'Europe du Nord paye plus cher que l'Europe du Sud. La France est malheureusement comme toujours entre les deux, entre le Nord et le Sud, mais c'est pas toujours très très intéressant. Pour l'instant, les marchés chinois ne sont pas intéressés par la certification. Donc là, on est bien sur un pari sur la volonté du consommateur de payer plus pour du bois qui est du bois responsable. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas assez de marchés qui demandent du bois certifié. Ou finalement, c'est l'outil qui ne convient pas à l'économie mondiale. C'est un outil qui se fonde sur le pari que la conscience environnementale des consommateurs et des autorités, parce que les pouvoirs publics peuvent faire des choses pour favoriser la certification. À mon avis, ils n'en font pas assez. Mais en tout cas, simplement, l'évolution de la conscience environnementale est lente. La Chine, un jour, demandera du bois certifié. Mais un jour, c'est quoi? C'est 15 ans, 20 ans. Et en ce moment, effectivement, on perd près de 10 millions de forêts tropicales par an. Donc on voit qu'on est devant des rythmes qui ne sont pas les mêmes. Geneviève Michon, alors on est un peu loin peut-être de vos préoccupations avec l'économie, mais tout de même, enfin, l'économie, c'est aussi l'économie domestique. Hein. La façon dont les populations... au-delà des forestiers, arrivent à vivre de ces forêts. Comment vous percevez ces plans de gestion et la façon dont Sylvain Orgeron, finalement, demande à ce que les forestiers, ces plans de gestion, prennent mieux en compte, dans ce que j'ai compris, l'économie au sens large, hein, c'est-à-dire pas simplement financière, mais sur la valeur intrinsèque de ces arbres, leur valeur culturelle. Ça va être facile. Ça va être facile, il faut crier. Ça, on ne peut que s'en réjouir, hein, de se dire, enfin, les forestiers commencent à prendre en compte les besoins locaux. Moi, je dis bravo, tant mieux. Puis, on a vu évoluer ça, hein, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler en Indonésie, les populations locales ne comptaient pas. Si elles gênaient, on les enlevait. Si elles s'opposaient, on envoyait l'armée.
pour récolter du bois ou pour planter des acacias et du palmier à huile. Je ne sais pas dans quel état c'est maintenant, mais nous, ce qu'on avait préconisé, c'est pourquoi on s'était battu avec la Fondation Ford, c'était de refaire une évaluation des surfaces forestières, de l'état des forêts, et de voir de retirer de ce domaine forestier de l'État, donc qui pouvait être attribué en concession, toutes les forêts aménagées par les agriculteurs, par les populations locales. Bon, bah évidemment, ça n'a pas marché. Quand on a exposé ça dans un grand congrès de foresterie, les forestiers, non pas indonésiens, mais indiens, sont venus en nous disant « Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous dites? Si vous donnez la forêt à des agriculteurs, la première chose qu'ils vont faire, c'est couper les arbres. » Je leur dis « Mais non, ces forêts sur lesquelles nous, on a travaillé, les arbres ont été plantés par les populations locales. Ils ne vont pas les couper. Ils en ont besoin pour leur économie quotidienne, domestique. Ils ne vont pas les couper. C'est logique. Si vous ne les connaissez pas, c'est des vicieux, je vous assure, ils vont les couper. » Donc il y a quand même toute une révolution idéologique, culturelle à faire au niveau de la foresterie qui se fait peu à peu. Donc, sur l'Arganier, par exemple, je crois qu'il y avait le plan vert du roi marocain qui visait finalement à exclure les paysans du sud marocain en disant que c'était eux finalement qui étaient la cause de la disparition de l'Arganier. Oui, ils ont dit ça. Les forestiers disent souvent que c'est les pauvres et les non-éduqués qui sont la cause de la disparition. Ça évite de montrer les vrais responsables. Hein. Ça, qu'est-ce qui a fait disparaître l'Arganier? C'est d'abord l'urbanisation d'Agadir et des grandes villes. C'est toute la conversion de la plaine du Souss en serre pour cultiver des légumes primeurs, des tomates, des fraises qui arrivent sur les marchés européens, pour faire des orangers qui sont en train d'assécher totalement la nappe. Mais est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance de la part des forestiers, de la part des États, du fonctionnement intrinsèque de la forêt? C'est-à-dire qu'en l'occurrence, l'Arganier, c'est ce que vous sous-tendriez dans un certain nombre de papiers, n'est pas une forêt naturelle, mais c'est une forêt domestique, contrairement à ce que l'on pense. Et donc, elle est là du fait grâce à l'homme. Il y a une méconnaissance totale des pratiques locales et du bien fondé de certaines pratiques locales, en particulier sur l'Arganier. L'Arganier, si on a des beaux arbres dans les surfaces planes, c'est bien parce que les paysans l'ont travaillé. Ils appellent éduquer. Nous éduquons l'Arganier en arbre. Si on laisse faire, ce sera un buisson, par exemple. Ça n'est pas reconnu par les forestiers. Alors, Sylvain Angeran, vous partagez cette opinion? Comment est-ce que vous partagez cette dichotomie? D'abord, l'État, les exploitations forestières, et puis les individus. C'est vraiment dérangeant. Ça me fait penser tout de suite une remarque qu'un ami du Costa Rica, un ami militant m'avait dit. Il m'avait dit « Il faut rendre illégale l'exploitation légale et rendre légale l'exploitation illégale ». Et il faisait directement référence aux pratiques de défriche-brûlis qu'il peut y avoir dans certaines zones du Costa Rica et qui en fait étaient naturellement assez durables. C'est-à-dire que lorsque la population n'augmente pas, en fait, c'est des systèmes où on va avoir une rotation. Et au bout de 30 ans, on va revenir sur une même parcelle. On ne va pas les grignoter plus sur la forêt. Mais quand on fait la brûlis, ça amène des nutriments et ça permet de cultiver les sols. Et il y avait tout un système en fait, qui s'était créé où, du coup, ces communautés-là, ça ouvrait les milieux et on avait des acajou, qui sont des arbres très précieux, les sweetenia, très précieux, qui revenaient dans ces plantations-là. Mais c'était illégal. Ils n'avaient pas le droit, effectivement, de cultiver, d'avoir des acajou. Alors qu'à côté de ça, aller raser des forêts était toléré, était légal pour mettre des plantations notamment d'ananas au Costa Rica. Donc cette question de, effectivement, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, elle est vraiment passionnante. Et ça commence, il y a quelques éléments quand même qui montrent que lorsque l'on arrive à créer un rapport de force, que les communautés arrivent à se faire entendre, ça peut bouger. Un exemple très récent au Gabon. Au Gabon, en février de cette année, là, il y a quelques mois, le gouvernement gabonais a interdit l'exploitation du kevazingo. Le kevazingo, son autre nom, c'est le bubinga. Alors peut-être que vous connaissez... Je crois que ni l'un ni l'autre, enfin moi, me disent davantage. Je ne sais pas si dans le public. Eh bien en fait, le bubinga, il sert entre autres à faire des poubelles en France, quoi. Alors je ne sais pas si on a un Nantes, mais vous regarderez, il y a une société qui utilisait du bubinga pour faire des poubelles, quoi. Voilà. Le bubinga, ou le kevazingo, est un arbre sacré. En fait, c'est quand vous vous baladez en forêt, vous allez voir qu'il y a tout un tas d'offrandes autour. C'est vraiment un arbre qui est très important. Et il y a eu tellement de scandales autour des coupes de kevazingo, parce qu'il y a eu un énorme marché qui s'est créé en Chine, un marché qui n'est pas éco-sensible, justement. On n'avait pas de prise avec les certifications. Mais les communautés ont été tellement en colère
que là, en février, elles ont réussi à se faire entendre et le gouvernement gabonais a fait intervenir les couples de Cavazingo et de Bobinga. Et nous, ce qu'on voudrait raconter, justement, c'est d'arriver à mieux faire entendre les voix des communautés. Et poser la même question sur le Moabi, le plus grand arbre de la forêt africaine. Vous avez vu la conférence de Francis Allais hier. Comment peut-on continuer à couper des Moabis, qui sont le symbole de cette forêt africaine, et nous dire que ça, c'est durable? Alors, Alain Carsanti, je voudrais savoir, on va revenir sur les questions d'économie. On voit que finalement, le FSC, c'est quand même globalement assez inopérant si on regarde le marché mondial du bois, puisque seuls les consommateurs européens ou occidentaux sont sensibilisés et sont prêts à payer. Mais si l'essentiel du marché est sur des marchés asiatiques qui, eux, ne sont pas concernés, ne se sentent pas sensibilisés, quel serait un signal? Est-ce qu'un signal économique, alors je ne sais pas si c'est un signal prix, est-ce qu'il y aurait un bon signal économique qui permettrait d'orienter favorablement les marchés et de prendre en compte les populations locales? Disons que bon, la certification, effectivement, aujourd'hui, repose sur un pari qui est le consentement à payer du consommateur. Ce pari n'est pas encore gagné pour des raisons de pouvoir d'achat du consommateur, de sensibilité économique. Simplement, il faut quand même dire qu'on n'a pas trouvé pour l'instant beaucoup mieux. Je veux dire, en termes d'instruments économiques, finalement, les forestiers ne croyaient pas il y a 20 ans à la certification. Aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Ils ont globalement changé d'avis. Alors, ce que je voudrais dire quand même, pour revenir un peu à ce qui a été dit, je crois qu'il faut faire attention à ne pas simplifier. Aujourd'hui, on a une crise de ce qu'on peut appeler les systèmes agricoles forestiers des populations traditionnelles. Tout simplement parce que, comme Sylvain l'a dit, mais précisément Sylvain a dit, les systèmes d'abattis-brûlis, c'est durable. Oui, ça l'a été, tant que la population restait stable. Le problème, nous sommes partout aujourd'hui avec une augmentation de la population extrêmement importante, et pas seulement dans les villes, y compris dans les campagnes, où la population non seulement double effectivement tous les 18-20 ans quand on est, et donc automatiquement à partir d'un certain niveau de densité de population, bon, 40 habitants au kilomètre carré, peu importe, il y a un seuil à partir duquel effectivement les jachères se réduisent, la forêt n'a pas le temps, et on vire très très vite. Effectivement, ce système est en crise. Il est en crise parce qu'il est tout à fait adapté pendant des millénaires à un certain équilibre démographique, il ne l'est plus. Donc aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions. Ces solutions, ce n'est pas forcément de mettre la forêt sous cloche, ce n'est pas forcément de donner ça à des concessionnaires, il y a des choses à inventer. Et nous avons des dialogues entre chercheurs, entre ONG sur comment les concessions pourraient évoluer pour prendre en compte les droits des populations, d'autres usages, etc. Donc ça, je dirais fondamentalement, oui, il y a des moments où les populations, qui pourtant bénéficient des arbres, voire même des arbres qu'elles ont plantés, j'ai déjà vu ça, eh bien, leurs enfants les coupent parce qu'ils vont faire du charbon de bois, ils en ont besoin, ils ont besoin absolument d'accéder, de payer les études, etc. Donc, il n'y a pas de solution simple. Bien sûr, il faut reconnaître les droits des gens sur les arbres. Ça, c'est fondamental. Comme l'a dit Sylvain, le fait d'avoir retiré aux populations les droits sur les arbres a été le meilleur moyen de mettre les arbres en péril. Maintenant, le fait de redonner simplement des droits fonciers est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut probablement autre chose. Alors, autre chose, c'est... Bon, moi, je travaille également sur d'autres choses qui sont des paiements pour services environnementaux, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse payer les gens pour qu'ils conservent des forêts, pour qu'ils plantent des arbres. Donc on leur donne de l'argent pour ne pas toucher à la forêt. On leur donne de l'argent pour ne pas toucher à la forêt, effectivement, de manière conditionnelle, et on arrête de les payer s'ils le font. Il n'y a pas, un aspect un peu néocolonialiste là-dedans, en disant, écoutez, moi j'ai de l'argent, je vous donne de l'argent, et vous surtout vous faites rien, et qui pourrait conduire à les maintenir dans une espèce de sous-développement chronique. Eh bien non, parce que finalement, le pays qui d'ailleurs est cité en exemple absolument partout dans tous les colloques, etc., c'est le Costa Rica, qui a introduit ce système, et c'est le plus grand du monde dans les pays du Sud, en 1990. Bon, il y a la Chine qui est toujours un cas un peu à part. En 1997, c'est effectivement, et c'est un système qui a distribué pour l'instant, qui a été un des éléments qui a permis à, effectivement, au Costa Rica de retrouver, qui était tombé très bas en termes de couvert forestier, de retrouver un couvert forestier tout à fait important qui avoisine 50-60% aujourd'hui. Donc c'est un moyen qui permet, parce qu'il y a deux choses, c'est pas seulement payer les gens pour ne rien faire, c'est de payer les gens pour conserver de manière active, et également on les aide à créer un nouveau type de capital, reboiser, changer de pratique agricole, parce que c'est pas seulement pour la forêt que ça marche, hein, ça peut marcher pour adopter de nouvelles pratiques. Et au fond, je réponds toujours aux gens qui me disent « mais vous allez payer les gens pour ne rien faire » en disant « finalement, il est admis politiquement qu'on donne des millions d'euros chaque année aux gens qui sont des producteurs alimentaires, qui produisent, qui font de la culture intensive, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas les moyens pour financer, subventionner des producteurs de nature ?
c'est-à-dire des gens qui conservent la nature, qui l'entretiennent et qui la recréent, qui restaurent des terres. Je crois que ça, fondamentalement, c'est ça le basculement de la transition pour moi, et c'est pour ça que cet instrument, loin de la caricature qui est de dire on va payer les gens pour rien faire, c'est du néocolonialisme, c'est fondamentalement, à mon avis, un nouveau modèle économique qui est proposé. Et ça veut dire qu'il faut donner les moyens de financer ce genre de choses à long terme. Geneviève Michon, est-ce que effectivement il y a des problèmes des problèmes. Il y a une population qui croît dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique. Il y a la volonté d'accroître la culture pour accroître aussi la souveraineté alimentaire des pays, donc nécessité de déboiser éventuellement. Est-ce que qui va décider de tout ça en fait finalement, parce qu'on est dans un État, on voit que chez nous en tout cas finalement il y a certes le local décide, mais c'est au niveau national, au niveau régional hein, que se font les décisions par les élus. Quelle est la légitimité de populations locales à décider du devenir de leur territoire par rapport à des besoins nationaux, des ambitions nationales? Pour l'instant, en tout cas dans les pays du Sud, ces populations locales, elles n'ont pas énormément de légitimité pour décider de ce qu'elles vont faire sur leurs terres. Bon, ça c'est un constat. Ça veut dire quand même un peu changer de système politique. Hein. Bon, là, c'est un autre débat sans doute. Moi, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a quand même énormément de populations qui pratiquaient l'agriculture forestière qui n'ont pas attendu d'arriver au bout de leur système et de la dégradation de leur système pour convertir. Et l'établissement d'agroforêts, c'est une intensification du système d'agriculture forestière absolument admirable. Ils ont fait ça avant d'y être obligés, et en faisant ça, ils ont recréé plus vite ce qu'on appelait les jachères, qui ont toujours été utiles, mais là, qui étaient des jachères complètement dessinées selon les besoins économiques et qui ont été beaucoup plus profitables. Ça, c'est de l'ingénierie écologique avec un objectif de rentabilité économique qui est absolument fabuleux. Donc, essayons de nous inspirer de ça. Il y a plein c'est des gens qui n'y attendent pas souvent, parfois oui, mais pas toujours, d'être acculés le dos contre le mur en se disant là on fait comment, bon on change de système. Souvent il y a beaucoup d'anticipation, forcément, enfin c'est pas des idiots. Hein. Sylvain Jean, vous voulez rajouter quelque chose? Sur les agroforêts, en fait ce qui est passionnant aussi là-dedans, c'est que les agroforêts ne sont pas considérées comme des forêts, puisque vous ne pouvez pas avoir un usage agricole avec un usage forestier, d'après la FAO, sauf erreur de ma part, hein, mais je ne pense pas que ça ait changé d'ici puis. Par contre, une plantation monospécifique d'eucalyptus, alors ça, c'est une forêt. Donc on a un vrai problème, c'est-à-dire que si on prenait en compte, encore une fois, cette interaction entre les sociétés et les hommes, qu'on dise, bon, bah ok, c'est pas que des arbres qui servent à faire du bois, mais aussi à fournir des plantes médicinales, ça c'est une forêt, et ça mérite d'être protégé. Un autre exemple sur l'économie. Je reprends mon Moabi. Mais il y a aussi une question de débouché. C'est qu'à un moment, même un pur raisonnement économique nous amènerait à nous interroger sur l'intérêt entre couper des grands Moabis pour faire du bois ou le garder debout pour faire de l'huile. 1 mètre cube de Moabi, c'est à peu près, on va dire, pour simplifier, 100 000 francs CFA le mètre cube. 1500 euros. L'équivalent de 30 bouteilles d'huile de Moabi pour faire 1 mètre cube de bois. Donc ça veut dire que pour faire l'arbre qu'on va abattre, il faut au moins 600 ans. Donc il va falloir attendre 600 ans pour le retrouver. Par contre, si vous le laissez debout, tous les 3 ans pour être plus précis, il y a une grosse production. Et là, on peut arriver à avoir par arbre 100, 200, 300 bouteilles d'huile de Moabi. Donc économiquement, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que c'est plus rentable de laisser l'arbre debout et de valoriser l'huile. En plus, ça va entièrement aux communautés locales, aux femmes qui l'exploitent et autres. C'est vachement plus intéressant, sauf qu'il n'y a pas de débouché. Le marché du bois est un marché qui s'est bien structuré, on a des débouchés internationaux. Par contre, on n'arrive pas à avoir des débouchés sur l'huile de Moabi. Donc même la question économique n'est pas forcément un obstacle, ça peut être une partie de la solution. La question de l'économie, c'est pas simple, c'est effectivement le marché. S'il n'y a pas de marché, c'est pas juste le prix. Tout à fait. Mais en tout cas, ça pose une question. Si on arrive à créer derrière un marché les bons curseurs qui font qu'on arrête les mauvaises pratiques. Autre exemple, l'Indonésie, je finis là-dessus. Aujourd'hui, il est plus rentable de raser une forêt primaire pour mettre du palmier à huile que de mettre du palmier à huile sur des sols dégradés. Parce que quand vous rasez la forêt primaire, vous récupérez le bois qui vous finance vos coûts de plantation.
Alors, Alain Carzanti, juste, on va parler du carbone, puisqu'on a parlé hier soir, il y avait du carbone. Est-ce que finalement aussi une valorisation importante de la forêt pour la maintenir, même pour les exploitants forestiers, est-ce qu'il n'y a pas une part à récupérer avec une taxe carbone, ou pourquoi pas, enfin une taxe, un fonds carbone à un moment donné? On voit que c'est difficile à se mettre en place en ce moment, mais si ça se met réellement en place, est-ce que c'est pas un moyen aussi de récupérer de l'argent sur les forêts? Bah écoutez, ça fait 20 ans qu'on en parle quand même. Disons, les marchés carbone, ce qui est un sujet très compliqué que je vais me garder d'aborder ici. Simplement, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette ambition du marché carbone n'a pas du tout tenu ses promesses. Il y a beaucoup de raisons, si vous voulez, pour cela. C'est probablement des bonnes et des mauvaises raisons. Pour moi, il y a aussi de bonnes raisons. Je pense que, pour moi, je ne crois pas du tout à l'idée de la compensation carbone. Je pense que c'est une escroquerie intellectuelle. Parce que je pense qu'il y a des problèmes de permanence qui fait que... Par contre, ça ne veut pas dire que le fait de planter des arbres est inutile. Mais disons, il y a beaucoup de problèmes, effectivement, autour de ces équivalences, effectivement, autour du carbone. Maintenant, il y a aussi de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, c'est que, au fond, c'est toujours les mêmes. C'est que beaucoup d'acteurs économiques, effectivement, ne veulent pas payer pour, finalement, stocker du carbone, réduire leurs émissions et autres. Bon. Donc, est-ce que ceci va rebondir? Il y a un certain nombre de questions. Disons que c'est possible. Pour l'instant, ce qu'on a plutôt vu, c'était que les promesses n'ont pas été tenues. Les promesses n'ont pas été tenues. Est-ce que cela va changer dans l'avenir? On ne sait pas. Il y a beaucoup de questions autour du marché du carbone, sa légitimité, sa rigueur scientifique, du point de vue, effectivement, véritablement, parce que c'est basé sur la compensation. Et puis, après, il y a tout le fait qu'on arrive à réguler, effectivement, un système international. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver des mécanismes économiques pour, effectivement, financer les gens qui conservent les forêts, aider la certification à se développer, par exemple, d'une certaine manière, en subventionnant d'une manière indirecte, effectivement, les entreprises certifiées et autres. C'est tout à fait différent. Pour reprendre l'exemple du Costa Rica, le Costa Rica finance ses systèmes de paiement pour services environnementaux avec une redevance qui est sur le carburant. Donc tous les citoyens du Costa Rica, lorsqu'ils font leur plein d'essence, il y a une partie effectivement qui est affectée à un fonds qui va financer les communautés, les producteurs, lorsqu'ils vont conserver les forêts ou replanter. Au Mexique, c'est une taxe sur l'eau, qui est effectivement une redevance plutôt, plus exactement sur l'eau, qui va effectivement financer un fonds. Donc vous voyez, c'est pas, disons, peut-être qu'il faut éviter de penser à ces instruments miracles qu'on nous a vendus un peu comme de la poudre de perlimpinpin, parce qu'il y a des tas de problèmes derrière, marché de la biodiversité, marché du carbone, etc. Peut-être qu'on a quand même des bons vieux instruments qui sont la fiscalité, mais qui dépendent de la volonté politique et qui, eux, sont capables effectivement de montrer leur efficacité. Alors, je vais vous passer la parole. Je termine juste un dernier tour de table et vous avez la parole, donc préparez vos questions. Une question pour chacun d'entre vous, vous avez 1 minute, une question très très simple. Dans une économie qui est aujourd'hui globalisée, essentiellement tournée vers le profit, une économie, un modèle économique finalement qui se soucie assez peu des questions environnementales, comment est-ce que vous voyez l'avenir justement des forêts par rapport à ça? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, pessimiste? Voilà, je vous laisse 1 minute pour chacun pour répondre avec un argument. Avec cette introduction, une seule solution. Mais bon, on n'ira pas plus loin. C'est à chacun de Laquelle, définir. le grand soir? Non, enfin, il faut sortir de ce système économique, le changer. Mais là, il y a des principes qu'on peut mettre en avant et qui me paraissent importants. Alors, ça va peut-être faire 1 minute et demie, mais la responsabilité. La responsabilité vis-à-vis de ces êtres que sont les arbres, de ces écosystèmes que sont les forêts, vis-à-vis aussi des générations futures qui vont pâtir si on coupe tout. Donc responsabilité. Responsabilité, ça veut dire remettre du long terme. Repenser avec le temps des arbres. On ne peut pas penser avec le temps de cette économie qui tourne si vite quand on plante des arbres. Ou alors on plante des eucalyptus qui poussent en 15 ans, comme on a vu hier, ça ne marche pas. Donc responsabilité qui nous renvoie à plein de choses. Solidarité. Une forêt, des arbres, puisque c'est transgénérationnel, ça se gère avec du collectif. Donc, redonner de la place à l'action collective, au commun, à tout ce qui, pour l'instant, est terriblement combattu par notre idéologie dominante. Et la troisième, je vais dire un gros mot, mais réintroduire cette idée de sacré. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas négociables.
Point. Et donc, si conserver la forêt, c'est important, ça n'est pas négociable. Ce n'est pas l'économie qui va dicter. Il faut revenir à des valeurs, des valeurs morales, des valeurs autres, qui redonnent, qui permettent de gérer cette forêt de façon plus durable. Alain Carsanti. Je rebondirai sur la conclusion. Hein. Je suis économiste, mais je suis bien conscient que le problème sont d'abord les valeurs collectives, ce que collectivement on veut faire de notre planète, et ça c'est absolument clair. Ça veut dire que de ces valeurs collectives, il y a ce qu'on appelle des politiques publiques. Et par contre, là où j'apporte ma spécificité d'économie, c'est de dire qu'à un moment donné, si on décide de changer véritablement pour aller vers des transitions, pour aller dans des basculements de systèmes, ça passera aussi par des instruments économiques qui, aujourd'hui, à eux seuls, sont des instruments dominés. Moi, je bricole dans mon coin, d'une certaine manière, pour tenter de mettre en place des systèmes, par exemple, incitatifs ou d'autres systèmes type certification, alors que nous savons que l'ensemble du système économique n'est pas organisé pour le long terme, est organisé de manière différente. Simplement, ce que je dis à mes camarades sociologues et anthropologues, par exemple, de ONG, c'est que l'économie, à un moment donné, ça passera quand même, une fois qu'on est capable de transformer nos politiques publiques, il va falloir trouver quand même les bons instruments. Et on parlait de cet exemple du Costa Rica qui décide de faire payer, ou vous décidez, par exemple, de financer les gens qui entretiennent la nature de manière structurelle, de manière à très long terme, etc. Bon, après tout, on le fait bien pour les producteurs de maïs. Et pourquoi ne le ferait-on pas pour les gens qui conservent des forêts ou qui plantent effectivement, qui plantent des arganiers ou qui plantent effectivement au Sahel. Bon, ça, fondamentalement, c'est un changement culturel d'abord qui est nécessaire. Vous-même, d'ailleurs, vous aviez commencé à me dire que finalement, c'était peut-être pas très bien de payer les gens pour ne rien faire. Voilà, et j'espère vous avoir convaincu qu'il y avait un changement de paradigme et que si on perçoit les choses en changeant la représentation, effectivement, eh bien là, je crois qu'on aura plus ou moins gagné la partie. Sylvain Angeran, vous avez le dernier mot. C'est une grande responsabilité. Non, mais je suis tout à fait d'accord et enfin, on a l'habitude de débattre ensemble, c'est pour ça que c'est un plaisir toujours. Oui, il y a un changement de paradigme évident. En fait, c'est d'arriver effectivement aujourd'hui à mieux faire reconnaître cette bataille du foncier qui ne réglera pas tout, ça c'est sûr, mais c'est indispensable. Si on n'arrive pas à ce que les peuples autochtones, que les communautés forestières aient plus de droits spécifiques sur les forêts, on construira des solutions qui sont injustes et donc qui ne dureront pas sur le long terme. Voilà. Et ça doit être couplé effectivement avec ne pas dire l'économie, on s'en fiche, mais arriver à construire d'autres formes de valorisation de la forêt qui ne reposent pas que sur les coupes de bois. Voilà. Je parlais de l'huile de Moabi. On peut en faire des cosmétiques, on peut en faire plein de choses. Allez sur les stands de Man and Nature et de Cœur de Forêt qui proposent des cosmétiques à base d'huile de Moabi. Peut-être effectivement autour d'un fonds de lutte contre la déforestation qui permettent de financer des politiques publiques, d'aider les communautés à restaurer des écosystèmes. Tout ça, ça va dans le bon sens. Voilà. Mais vraiment la bataille cruciale, à notre sens, et c'est le thème, c'est qu'on arrive à parler de biodiversité, les gens voient bien, il faut protéger l'orang-outan, les forêts très importantes pour la biodiversité. On aimerait qu'on arrive à faire entendre aussi qu'il faut protéger des forêts où il n'y a peut-être pas d'orang-outan, mais qui sont très importantes pour les gens. Et celles-ci, elles ont des valeurs parfois qu'on ne voit pas. Les arbres médicinaux, ils sont peut-être plus discrets que les orang-outans. Merci Sylvain. Je suis désolé Alain Carsanti, on va passer la parole parce que sinon personne n'aura le temps, mais je pense que vous pourrez réagir peut-être sur une des questions. Sauf s'il n'y a pas de questions. Est-ce que... si, monsieur. Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, je pense que oui, mais il est derrière, il va arriver. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc si vous avez d'autres questions après, derrière, n'hésitez pas. Je crois qu'il faut se lever pour que le micro fonctionne. C'est ça. Bon. Bonjour. Bonjour. Merci pour vos échanges, merci pour les informations que vous nous avez apportées concernant notamment les conséquences de la déforestation et aussi certaines solutions envisageables dans un futur idéal. On n'a pas beaucoup parlé des causes, en fait, de cette déforestation, et notamment un concept qui est malheureusement politiquement très incorrect de développer dans des grandes assemblées, qui est la démographie galopante à la surface du globe, sur notre Terre, sans parler de surpopulation. Voilà. Et si on ne veut pas parler de cette surpopulation qui qui induit, je vais dire, des besoins et des envies supplémentaires, simplement parler de nos habitudes de consommation, de nos habitudes de vie. Ce qui n'a pas été dit ici, c'est qu'une des principales causes de la déforestation, c'est notre consommation en viande rouge, et notamment en viande de bœuf. Voilà, je vous laisse, je ne vais pas développer cette question. Vous ne préconisez pas de réduire la population? Pourquoi pas?
Alors, vous savez que Swift avait écrit un pamphlet il y a quelques années parce qu'il y avait une population galopante, on disait à l'époque à Londres, et il conseillait de manger les bébés des pauvres. C'était peut-être une solution. Alors, qui veut répondre à cette question de la surpopulation, toutefois, si vous êtes d'accord sur le fait que... Oui, comme monsieur plaide pour le végétarianisme, en même temps, manger les bébés des pauvres, ça marche pas. Ça marche pas, zut. Ça va marcher. Sylvain Augeran. Oui. Je ne suis pas d'accord avec vous sur la partie... Pour commencer par la démographie, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, la question des niveaux de consommation d'un Européen moyen, c'est la vraie question. C'est que si tout le monde consommait comme nous, il faudrait 3 planètes, clairement. Et quand on parle d'empreinte forestière, allez voir le stand de nos amis d'Envolver, ils ont essayé de calculer tout ça. Et on voit qu'effectivement, c'est la consommation de viande, mais aussi d'agrocarburants, je vous invite à lire le dossier de l'IB aujourd'hui, qui représente la plus grande part de notre empreinte forêt. Donc il faut la diminuer. Et je pense que la question qui est à poser, c'est de se dire comment on fait pour que chaque être humain, aujourd'hui sur cette planète, puisse consommer un minimum de ressources naturelles pour bien vivre, qu'on soit français, chinois, indien, et comment on se débrouille pour fournir ça sans taper dans les forêts. Et donc ça veut dire effectivement, notamment en Indonésie, Malaisie, peut-être, de se dire les plantations existantes de palmiers à huile, elles sont là. Comment on fait pour répondre aux besoins alimentaires de tout le monde? Peut-être ça veut dire d'utiliser moins la voiture par ici. Et quand on aura commencé à se poser cette question du niveau de consommation, je voudrais bien, dans ce cas-là, rouvrir la question de la démographie. Mais je pense que c'est pas le bon angle de départ, quoi. Voilà. Oui et non. J'ai plus le micro. Oui, est-ce que ça marche? Oui. Oui et non. C'est-à-dire que tout à fait d'accord sur la consommation, qui est effectivement un problème clé, notamment lorsqu'on discute avec les pays du Sud. C'est-à-dire on ne peut pas leur dire maîtrise votre démographie si on continue effectivement nos modes de consommation. Ça, c'est un point de négociation important. Cela dit, ça fait 30 ans qu'on s'aperçoit qu'on a fait l'impasse pour des raisons politiques sur la question de la démographie, et que maintenant, ça nous revient à la figure. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un véritable problème, et maintenant, c'est reconnu. Je crois qu'il faut dépasser cette question. J'étais au Niger récemment, les Nigériens eux-mêmes savent très bien que c'est pas possible. Continuer à 3,9% de croissance par an, ça veut dire la population double en 15 ans sur un pays désertique, ou qui va arriver en 2050 à je ne sais combien, qui sera plus peuplé que la France. Qu'est-ce qui va se passer? C'est absolument impossible, à la fois pour les ressources, et plus pour les problèmes de migration et autres. Simplement, la solution, disons, on la connaît. C'est une solution qui passe par l'éducation des filles, l'entrée au travail, le taux de travail des femmes, etc., etc. Bon, le planning familial aussi. Donc, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, on a fait un virage, mais tardif, de ce point de vue, parce que pendant des années, aux Nations Unies, il n'était pas possible de parler de démographie. C'était considéré comme du néo-impérialisme, etc. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser ça peu à peu, sauf si les mouvements religieux sont même, ce qui est toujours un problème. Jean-Yves Michon, vous avez une réaction? Non, pas spécialement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur, alors voilà, Francis Allais, monsieur là-bas. Je voudrais donner mon avis sur le FSC et sur les certifications en général. Quand le FSC a été créé, 1993, si je ne me trompe pas, ça a soulevé un énorme espoir parmi les gens comme moi qui se battent pour protéger les forêts tropicales. Alors, j'ai noté, comme Alain Kersenti, qu'au début, les exploitants forestiers étaient très réticents, et puis qu'ils sont devenus beaucoup plus favorables et que maintenant, ça leur convient. Je voudrais expliquer pourquoi ce changement. Je crois tout simplement qu'ils ont réussi à couper les ailes au FSC. C'est complètement affadi, ça ne signifie plus rien. Pour moi, c'est juste un argument de vente d'être certifié FSC. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps au passage du FSC, au passage du bureau Veritas qui venait voir si le FSC était appliqué dans un chantier du Gabon, chez Rougier justement. Eh bien, c'est profondément malhonnête parce que d'abord, la visite du bureau Veritas, elle était annoncée longtemps à l'avance, alors qu'au début, ils arrivaient à l'improviste, ce qui est tout de même préférable. Et on leur a fait visiter un secteur qui avait été très bien soigné. Quant aux autres secteurs, ils n'y ont pas eu accès. C'est bête, il y a des arbres qui sont tombés en travers de la route la nuit dernière. Eh bien, on ne peut pas y aller. Donc, ils n'ont vu que ce qu'on a bien voulu leur montrer. Voilà. Sylvain Augeran, Alain Kersenti, une réaction? Alors, de toute façon, nous sommes avec le FSC, devant un système qui a... Alors d'abord, est-ce que ça leur convient?
En Afrique centrale, le problème, c'est qu'ils quittent le FSC parce que ça leur coûte quand même très cher. Donc on est plutôt dans un système dans lequel les gens essaient d'éviter au plus possible ce certificat FSC parce que ce sont des contraintes. Donc ça, c'est un fait objectif. On est passé de 5,6 millions de concessions FSC à 4,8 et demain, il y en aura probablement moins de 4 millions. Bon, premièrement, les entreprises, effectivement, trouvent que c'est beaucoup de contraintes. Alors après, le FSC, comme tous les systèmes de certification, a un problème. Ce problème, c'est celui de la subordination implicite du certificateur à l'entreprise qui le choisit et qui le paie. C'est-à-dire que, bien évidemment, comme on dit, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Si vous êtes un certificateur opiniâtre, Sylvain, s'il changeait de métier demain, ou même moi, si je me reconvertissais, probablement, très vite, on perdrait nos clients. Parce qu'on serait du genre à venir à l'improviste et à dire non, non, on veut vraiment aller là. Et là, il y a un véritable problème qui, cela dit, M. Allais, n'est pas spécifique au problème de la certification forestière. C'est que, et j'ai mon collègue du président du FSC Francis ici qui en discutait hier, c'est que le FSC veut garder un modèle qu'on appelle business to business, c'est-à-dire il veut que ce soit les entreprises qui payent. Moi, personnellement, j'ai proposé qu'il y ait deux choses. Que d'abord, on fasse un fonds où une partie des taxes permettrait de payer les audits pour que ce ne soit plus l'entreprise qui paye son certificateur. Que ce soit un fonds, tout le monde paye et une partie des taxes éventuellement est payée par, disons, le certificateur est payé par le fonds. Et l'autre chose, c'est même aller plus loin, ça serait que ce soit le FSC qui affecte au hasard. Une fois qu'une entreprise va être certifiée, on dit vous prenez non pas Veritas, mais peut-être SGS ou peut-être Smartwood, etc. etc. Ce n'est pas idéal, hein, parce que de toute façon, le problème de certification est général, mais ça permettrait en tout cas de travailler dans le système pour essayer de trouver des moyens de retrouver une indépendance. Je pense qu'on va avoir avec mon collègue du FSC une discussion sérieuse bientôt avec Aurélien. Mais je crois malgré tout que pour avoir vu depuis 25 ans l'évolution des entreprises qui n'étaient pas FSC il y a 25 ans et pour voir ce qu'elles font aujourd'hui, il y a quand même une nette amélioration. Je vous le dis très franchement, j'ai aucun intérêt personnellement sur ce genre de système. Voilà. Merci Alain. On va prendre donc une dernière question. Monsieur, c'est vous, il y avait le monsieur derrière à côté, mais je crois que finalement, vous posez plus votre question, d'accord sinon, on peut prendre les deux en même temps. Hein. Mais allez-y alors, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je suis désolé Boris de prendre cette place. Non, mais on peut prendre les deux questions en même temps. Sinon, ça serait bien parce que Boris avait quand même levé la main en premier. Mais comme on parle de FSC, bon, je suis le directeur comme on n'a pas beaucoup de temps... Voilà, je suis le directeur de FSC France. Non, simplement, on en a discuté avec Francis Allais quand il est arrivé. On en a pas mal parlé des limites aussi de la certification. Ça, on en est bien conscient. Moi, je vois pas forcément le verre à moitié plein ou à moitié vide. 5 millions d'hectares, c'est pas énorme hein, par rapport à ce qu'il y a. Donc... y a quand même des contraintes qui font que tous les autres n'y sont pas allés, ça c'est la première chose. Comme dit Alain Carsanti, on est bien d'accord qu'il y a des améliorations à avoir et ça c'est des discussions qu'on a avec nos parties prenantes. Hein. On a des parties prenantes environnementales aussi qui nous poussent à améliorer nos pratiques, je pense à Greenpeace, WWF, etc. Donc il ne faudrait pas non plus donner l'image qu'on est dans une certification pour les entreprises. Il y a des représentants de populations autochtones, etc. Donc c'est une discussion qui est en cours. Certains nous disent qu'on est trop rigoureux, d'autres nous disent qu'on n'est pas assez. Alors donc, sans vouloir vous couper la parole, je voudrais éventuellement que quelqu'un d'autre puisse poser une question. Oui, allez-y, sur un autre sujet. Juste pour terminer là-dessus, donc il faut quand même bien voir cette limite qu'on a et on est conscient qu'il faut qu'on travaille, comme le disait Alain, sur ces différents aspects d'audit. Et ça, on est tout à fait concentré. Voilà. Merci. Alors donc, il y a eu une question... J'espère que c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, très mais bien. C'est très proche. Alors également. très court. Mais globalement, c'est très court. C'est le dernier intervenant. Quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il faut arrêter toutes les importations des pays à risque de déforestation ou est-ce qu'il faut garder le pouvoir de levier pour pouvoir faire influencer ces pays? Voilà. Donc vous avez une minute. Sylvain, vous vouliez parler tout à l'heure. Les deux, mon général. Oui. Mais... j'aurais beaucoup de choses à dire. Il faut recréer ces espaces... Enfin... Il faut que je réponde à ça. Je ne peux pas répondre sur FSC, c'est bien dommage. Je suis désolé, le temps avant. Très rapidement, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question du quantitatif. Aujourd'hui, quand on veut faire rouler les voitures à l'huile de palme et voler les avions à l'huile de palme, là, je suis désolé, mais il faut dire juste non, c'est pas possible. Maintenant, le palmier à huile en lui-même, on en parlait avec Francis en venant, c'est un arbre qui est fantastique, qui a des rendements et qui permet de faire une huile qui est bonne pour l'alimentaire.
il n'y a pas de problème avec ça. Donc il faut aussi effectivement travailler avec les pays producteurs, faire en sorte que la culture du palmier à l'huile, ce ne soit pas des monocultures gigantesques, mais que ça reste effectivement intégré dans des systèmes agroforestiers ou des petites plantations. Tout est possible en fait. Voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment revenir à ce lien, c'est-à-dire il y a un problème de surconsommation et il y a un problème de dialogue à avoir avec les pays producteurs et qu'on ait une position beaucoup plus en soutien, qu'on arrête de dire les Indonésiens, les Malaisiens. Il y a les gouvernements et il y a les communautés locales, les peuples autochtones qui bien souvent n'ont pas leur mot à dire. Et je pense que nous, il faut qu'on soit clairement du côté de ces gens-là. Et là, on sera peut-être plus fort pour faire bouger les choses. Et je finis, enfin encore une fois, l'histoire du Mukulunku. 10 secondes, voilà. Pas du Mukulunku, du Kevazingo, pour lequel le gouvernement du Gabon a de sa propre volonté, en écoutant les communautés, dit on arrête de le couper. Et ben ça, c'est ma note d'espoir. Voilà. Et on a envie de faire la même chose pour le Moabi. Vous aurez donc le mot de la fin. Sylvain Longeron, Alain Carsanti, Geneviève Michon, merci beaucoup pour ce débat. Merci à vous aussi.